Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 87e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège d'affaires. Ce matin, on va recevoir Carole Perez qui est... Carole vous expliquera ce qu'elle fait exactement, mais on va recevoir Carole dans quelques instants. Mais tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour parler de vente, de développement des affaires. Et bien sûr, re-bienvenue à nos habitués, aux gens qui sont là semaine après semaine, qui ont pris l'habitude de nous écouter. Si c'est votre première fois, je vous explique rapidement. Le concept du show est assez simple. Le lundi matin, 8 h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Je parle de vente, de développement des affaires dans un contexte relax. Un épisode sur 3, j'ai une invitée comme c'est le cas ce matin. Et suite au show, le show est disponible sur LinkedIn, YouTube, Facebook, bien évidemment, mais il est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres plateformes. Donc, comme je l'ai dit, on reçoit Carole Perez. On va l'accueillir immédiatement. Wow. Petit problème technique ce matin. Je vais plus vite que mon ordinateur. Salut Carole, ça va bien? Bonjour Simon, ça va bien, merci. Good, écoute, content de te recevoir. Léger problème technique ce matin. On dirait que mon ordinateur est comme moi, un peu enrhumé. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est des choses qui arrivent le lundi. On va blâmer ça sur les clips. Carole, tu es quand même une coach connue dans le milieu des affaires au Québec, puis même dans la francophonie, mais si je te demandais de te présenter rapidement, qui est Carole Perez? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton entreprise Leader en Action? Alors, bonjour à tous. Merci Simon de me recevoir. Alors, moi, je suis une ancienne avocate d'affaires à l'international. Et à un moment donné, j'en ai marre de vivre dans une valise, on peut dire ça. Et donc, je me suis posée, j'ai vu qu'est-ce que je voulais vraiment faire parce que j'avais une grande expérience dans le monde des affaires. J'avais un partenaire et on avait à peu près une vingtaine d'employés. Et donc, beaucoup d'alliances stratégiques entre des compagnies sud-américaines et canadiennes, large d'ailleurs. Et là, j'ai décidé de me poser, de voir un peu qu'est-ce que je voulais faire. Et donc, je me suis aperçue que c'était la partie accompagnement, mais beaucoup plus en savoir-être qu'en savoir-faire. Et là, j'ai repris mes études pour ne pas avoir, bien sûr, le syndrome de l'imposteur, comme on dit. Mm-hmm. Et donc, j'ai repris mes études pour devenir coach. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'accompagne beaucoup d'équipes de direction et de gestionnaires, de managers. Voilà. Et voilà. Okay. Intéressant. Il y a quand même pas mal de stock dans ce que tu as fait. Puis, c'est sûr qu'en préparation du show, je regardais un petit peu ton profil LinkedIn. Ce que j'ai vu, ce qui m'a frappé, tu as été, comme tu disais, là, avocate d'affaires pendant de nombreuses années, mais il y a comme un croisement, un chevauchement entre ta carrière d'avocate et ta carrière de coach. Tu as fait ça combien de temps? Puis, qu'est-ce qui t'a amené, à un moment donné, à, comme on dit en bon québécois, à tirer à la plug puis à sauter comme coach à 100%? À l'international, c'était vraiment des grosses affaires. On avait besoin de faire beaucoup de montage financier, beaucoup de montage de subventions avec le fédéral. Et à un moment donné, ça a commencé vraiment à diminuer. On avait un gros studio avec mon partenaire. Et ça a été presque une décision. Lui a trouvé un très gros groupe américain dont je nommerai pas le nom, est venu le débaucher. Et donc, moi, j'ai eu le temps de finir mes dossiers. Et puis on était un peu fatigués. Il y avait moins d'argent, des belles opportunités qui se présentaient devant nous. Donc, ça a été un peu... Ça a été une fin de 2 ans à peu près. OK. Donc, si je comprends, vous êtes arrivé un peu à la croisée des chemins. Vous avez dit, on se sépare, on n'est pas pires amis, mais lui est parti de son côté, toi, tu es parti du tien. Puis tu as dit, tant qu'à faire d'autres, tant qu'à être rendu là, je vais me réinventer, puis je vais focusser sur ce mais on est les meilleurs amis du monde encore aujourd'hui. D'accord, voilà. C'est bien. Puis, donc, ça, c'est en quelle année à peu près?
Ah, c'est une vingtaine d'années, donc à peu près en 2004. 2004-2005. Ouais. Et depuis ce temps-là, tu as lancé Leader en Action. Est-ce que ça a toujours eu la forme que ça a aujourd'hui ou est-ce que Non, pas du c'est un tout. petit peu plus gros? Non? C'est quoi l'histoire un peu de Leader en Action? En fait, Leader en Action, ça a commencé par carolperez.ca et OK. je faisais beaucoup de one-on-one. Et Mhm. à un moment donné, je veux dire au bout de presque 10 ans, je me suis aperçue qu'il y avait des problématiques récurrentes qui venaient et qui empêchaient de mettre en place tout le reste. C'est comment gérer son temps, comment se gérer, comment gérer ses équipes et comment communiquer puissamment. Donc, c'était vraiment les 3 sujets qui sortaient tout le temps. Et la mise en place, mettons même d'une stratégie ou de mise en place de choses qu'on voulait mettre en place avec les clients, bah, c'est là que ça coinçait à chaque fois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais me poser. De toutes les façons, je plafonnais au niveau horaire et puis dans ce Mhm. milieu, on vendait à l'heure. Donc, je plafonnais au niveau horaire et puis là, je me suis dit, OK, je me pose, je revois mon modèle d'affaires et je me fais même moi-même accompagner d'un coach et là, je réalise que bah, c'est le groupe qui marche mieux. Donc, je fais encore un peu de coaching individuel, mais j'ai organisé des cohortes pour faire beaucoup d'équipes de direction, beaucoup dans la gestion du temps, beaucoup dans l'efficacité et d'abord traiter ces sujets en premier avant d'aller gérer autre chose. Donc, si je comprends, ce que tu as découvert au fil du temps, c'est que c'est des sujets qui sont communs dans un peu toutes les entreprises, tous les gestionnaires vivent ça d'une façon ou d'une autre. Et tu t'es dit, ben, plutôt que de continuer à creuser, on va régler ce problème-là qui est, somme toute, une hémorragie. On va colmater cette hémorragie-là avant de passer à d'autres choses. C'est ça? C'est ta méthode? Oui, c'est vraiment beaucoup la gestion du temps, apprendre à se gérer. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent ont le même défi. On a tous des problèmes de gestion de temps. Et pourquoi? Parce que les choses vont de plus en plus vite. On a un Mhm. peu le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome de l'objet brillant. On est sollicité de partout et puis on est curieux de tout et on veut rien rater. Donc, à un moment donné, on commence beaucoup de choses, on finit très peu de choses. Donc, je pense que Effectivement. ça doit On parler à oublie. pas mal de choses, à pas Ben, mal de gens. et là, il y a une question qui me vient en tête parce que toi, tu as vu arriver la venue des téléphones intelligents. Tu avais déjà ton entreprise, tu faisais déjà de la gestion du temps pré-téléphone intelligent. Est-ce que tu as vu un impact majeur? Est-ce que ça a réellement changé quelque chose au niveau de la gestion du temps des gens? Oui, parce que les gens commencent, 99% des professionnels aujourd'hui commencent leur journée par leur courriel. Mhm. C'est cool, mais si vous commencez votre journée par votre courriel, qui c'est qui va gérer votre temps? Ben, les autres. Donc, Effectivement. c'est pas qu'il faut pas les regarder là, mais on est constamment 24 heures sur 24 à regarder nos courriels. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vaut la peine de regarder 6 fois le même courriel sans y répondre tout le long de la journée et même tout le long parfois de la semaine? Donc, c'est un peu ça. Je dis pas qu'il faut pas regarder nos courriels, hein, mais ce qu'on, ce que je travaille beaucoup, c'est qu'il y a du temps de productivité et il y Mhm. a du temps de plaisir. Ce Ouais. que je traque beaucoup, c'est tout ce temps vide, vous savez, où on clique sur ce lien et puis on ne sait pas comment on s'est retrouvé en train de visiter le Taj Mahal en Inde ou de regarder des Mhm. vidéos de chats, hein, et puis 1 heure est partie et on se dit waouh, Ben, où est-ce qu'elle a flyé? Exact. Puis c'est un peu ce que je dis, tu sais, c'est un peu là que je voulais me rendre avec le téléphone, parce que les applications sont faites pour être addictives. Donc, tu prends l'application, puis première chose que tu sais, c'est ça. Ça fait 1 heure que tu es sur Facebook ou Instagram. Mais ma question est un peu alignée là-dessus. Est-ce que ce genre d'application-là, tu as vu qu'il y avait un impact majeur sur justement ces zones vides-là ou ces zones de perte de temps-là? Est-ce que ça les a agrandis? Oh oui, énormément. Je veux dire, les gens qui ont construit ces téléphones sont des gens très brillants et ils Mhm. s'arrangent
à vous rendre addict. Hein, c'est le fameux petit rond rouge avec le numéro 4 ou 5. Hein, qu'est-ce qu'on a? On a cette curiosité, on a cette adrénaline. Comme j'ai un client qui me disait, ben Carole, quand il se passe rien, ma vie a l'air d'un styrofoam blanc. Et dès que je vois des petits ronds rouges, ça prend de la couleur. Donc il y a cette curiosité, on est devenu addict à cette sollicitation. Et puis même, je rajouterais quelque chose en parlant de ça, c'est que aujourd'hui il y a comme un glamour à être occupé. Hein. Je suis occupée, je suis un winner. Aussitôt que je suis bien organisée et j'ai du temps pour moi, ben, j'ai l'air d'un train de savate ou pas d'un loser, mais ouais. Nécessairement, c'est pas nécessairement très bien vu de dire oui, j'ai du temps, oui. Ben, la culture du 70-90 heures par semaine de surtravailler, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça peut tous nous arriver. On a des périodes qui sont plus sporadiques dans l'année où est-ce que tu dis, OK, là, il faut que je donne un coup, il faut que je monte le nombre d'heures. Mais si tu es toutes les semaines à 70 heures par semaine, ils ont probablement besoin de tes services pour mieux s'organiser. Oui. Ben, c'est la base, hein. Ça ne veut pas dire. Au début, c'était très réducteur pour moi de dire juste gestion du temps parce que j'ai une énorme expérience des affaires. J'ai des ateliers sur la négociation, sur la délégation, la communication, l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai développé beaucoup de sujets. Mais je me suis dit, la base, c'est est-ce que je travaille plus intelligemment ou est-ce que je travaille plus fort? Okay. Et ce que je pose comme question, je dis combien vous valez de l'heure et combien vous valez de la minute. Si vous valez 100 $ de l'heure et que 80% de votre journée, vous faites une job à 12 piastres de l'heure, ben, vous devenez la secrétaire la mieux payée en ville. Tout à fait. Tout à fait. C'est un point qui est important de réaliser à un moment donné dans nos entreprises. Qu'est-ce qu'on apporte? C'est quoi notre valeur? Puis est-ce que je suis réellement en train d'apporter de la valeur sur ce que je fais ou je fais des tâches que quelqu'un d'autre pourrait faire aussi bien, sinon mieux que moi? Exactement. C'est Ouais, ce qu'on c'est appelle intéressant. notre zone d'excellence. Et donc, c'est ça qui fait la différence pour la croissance de ma carrière, pour la croissance de mon entreprise et pour aussi, si j'ai des équipes, qu'elles travaillent. En général, on ne dit pas à 100%. Je ne dois pas travailler à 100% sur ma haute valeur, mais je dois normalement travailler à 60% de mon temps sur ma haute valeur. Ah ouais? J'aurais cru que tu serais allé avec la loi de Pareto, le fameux 80-20, parce que je me souviens quand j'ai commencé en gestion, il y a déjà plus de 20 ans, le temps passe vite, là, mais de dire, OK, on s'organisait pour que les employés soient occupés à peu près 80% du temps, leur laisser un 20% pour, un, gérer les imprévus, mais deux, pour pas avoir de burn-out. Toi, tu dis ça va même jusqu'à 60? En haute valeur, c'est-à-dire des choses qui ont OK. de l'impact dans ta carrière ou dans ton entreprise. Oui. OK, d'accord. C'est beau. Merci pour la nuance. Là. Donc, on dit vraiment où est-ce que je suis dans ma zone d'excellence, comme tu l'appelles, puis j'amène réellement là, quelque chose de plus que les autres n'ont pas. OK, intéressant. Puis là, tantôt, tu parlais de gestion du temps. Un des problèmes qu'on rencontre, ou en tout cas de ma connaissance, c'est la fameuse procrastination. Moi, j'ai un de mes amis qui est c'est le pro dans la procrastination. Écoute, c'est extraordinaire comment ce gars-là ne vient pas qu'à clocher, mais est-ce que la procrastination, c'est réellement un problème? Est-ce que c'est réellement quelque chose que tu vois dans tes Oui, ateliers, dans ton coaching? elle est omniprésente chez tout le monde aujourd'hui. Hein. Okay. Et en fait, il y a plusieurs causes à la procrastination. Et je dirais 60% de la cause de la procrastination, c'est de choisir de faire quelque chose au mauvais moment. Okay. On a tous des pics d'énergie dans la journée. Et mettons, si je suis en forme de 8h30 jusqu'à 10h, et ça ne veut pas dire que je ne travaille pas après, mais après, je suis un peu plus mollo, c'est-à-dire que je suis plus dans l'action et que je choisis de faire mes courriels de 8h à 10h
qui est mon pic de concentration et d'énergie. Puis là, je veux commencer à faire ma big présentation, à préparer ma big présentation à 10 heures. Ouais, bah, ce qui m'aurait pris une demi-heure le matin, bah, ça va me prendre exactement 2h30 l'après-midi parce que je vais me laisser distraire par tout et par rien. Donc ça, c'est une des raisons de la procrastination. Les deuxièmes raisons de la procrastination, c'est que c'est une logique boiteuse, hein, ça ne sera pas plus facile aujourd'hui que demain. Donc il y a des techniques pour débloquer finalement cette procrastination. Il y en a quelques-unes que je donne à mes clients, mais c'est aussi d'observer sur quel sujet je procrastine. Parce qu'on ne procrastine pas sur tout. Intéressant. Donc, il y a ce que je comprends, un procrastinateur, un pro de la procrastination ne sera pas. Il y a des trucs qu'il va être capable de mettre en place, qui vont être capable d'être actifs et efficaces, mais il y a une zone. Puis, est-ce que cette zone-là, la zone de procrastination, est-ce que ça pourrait être justement un peu en dehors de notre zone d'excellence? Par exemple, là, moi, si tu me dis, Simon, il faut que tu fasses ta comptabilité, c'est complètement en dehors de ma zone d'excellence, ça se peut que je procrastine. Si tu me dis, Simon, il faut que tu fasses du coaching, il faut que tu fasses, faut que tu montes une stratégie avec un client, écoute, on va clutcher. Est-ce que je me trompe en me disant que la procrastination va être souvent de ce côté-là? Oui, c'est ça. Il y a des sujets, c'est-à-dire que moi, je vais faire un exercice que je peux inviter tout le monde à faire chez lui, et puis là, on est très peu, mais c'est d'abord, premier point, se dire sur quel sujet je procrastine vraiment. OK? Après, pourquoi je procrastine sur ce sujet? Est-ce que j'ai pas assez d'informations? Est-ce que ça me demande toute mon énergie? Est-ce que tu as choisi le bon moment pour faire ta comptabilité dans ta journée? C'est sûr que si tu es crevé à la fin de la journée et que tu décides de faire ta comptabilité, pas sûr que tu puisses le faire. OK? Maintenant, si tu te dis, il y a un livre extraordinaire qui dit avaler le crapaud, hein, c'est j'avale le crapaud en début de journée, on n'en parle plus après. Donc, la question, c'est, et après, on fait un autre exercice. Qu'est-ce que je fais d'autre quand je procrastine, hein? Il y en a qui balayent ou qui font du rangement de leur courriel. Il y en a qui regardent des vidéos un après l'autre, des petites vidéos stupides un après l'autre. Donc, chacun a sa façon de manifester ça. Et aussitôt que, mettons, si je regarde des vidéos de chats pendant 20 minutes, je sais que j'ai l'information que je procrastine sur quelque chose. Okay? Donc, c'est un peu l'inverse. Et il y a la technique, bien sûr, comme les sportifs, du 10 minutes, le non négociable. Je commence, j'arrête de me poser des questions, j'arrête de négocier avec moi-même et de me dire, bon, allez, je ruse mon cerveau en lui disant, ça va prendre 10 minutes. OK? Aussitôt que je dis à mon cerveau, ça va prendre 10 minutes, je l'encourage. Maintenant, si je dis, oh, ça va être compliqué, je déteste cette activité, j'ai pas envie de la faire, bah. Donc, ce que j'entends encore une fois, on est notre pire ennemi. Puis, tu sais, le cerveau est un outil fantastique. On peut faire un peu ce qu'on veut avec, mais si on lui dit, si on commence à être négatif envers nous-mêmes, puis à être, je vais dire, pas assez doux avec nous-mêmes, ben, on se crée nos propres problèmes. Puis, je vais te donner un exemple parfait, puis tu me diras si le show de ce matin, là, le meeting des ventes du lundi, la raison pourquoi il est le lundi matin 8h, c'est hyper égoïste, mais c'est que moi, avant de commencer le show, j'aime ce que je fais, mais le lundi matin, j'arrivais ici, puis je prenais du café, puis exactement ce que tu dis là. Là, je regardais un peu de courriel, je tombais sur des vidéos YouTube, puis je me disais que j'étais productif. Et j'écoutais des vidéos YouTube jusqu'à 9h30, 10h, 10h30 des fois. Et là, je partais ma journée. Fait que j'avais perdu facilement 2 heures hyper, puis moi, je suis un gars de matin, hyper productif dans ma journée. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, ça marche pas. Je vais me créer un événement, je vais me forcer à être là le lundi matin, allumé. Puis après ça, ben, ma semaine est partie. Voilà, tu as trouvé comment contrer. Il y a beaucoup de sportifs qui mettent leurs espadrilles en bas de leur lit. Il y a des techniques comme ça pour se dire, je me mets en action et puis on verra après. Et aussitôt, je ruse mon cerveau en disant, allez, 10 minutes et puis je commence à ne On plus. passe à d'autres choses. C'est fini, on a envie de finir.
Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, écoute, puis on pourra en parler. Moi, il y a un livre qui est en arrière ici qui s'appelle Tiny Habits par un gars qui s'appelle BJ Fogg. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais il parle beaucoup de, justement, de créer des petits objectifs tellement petits que tu peux pas passer à côté. Puis, on continue. Tu sais, un coup que tu l'as fait, tu continues. Lui, il donnait l'exemple de se passer la soie dentaire. Son objectif, c'est une dent. Mais un coup que tu es rendu là, ben, tu vas faire le reste des autres. Ah, Mais tu dis, intéressant. parfait, parfait, j'en ai fait une, mon objectif est fait. Fait que on défait un peu ce côté négatif-là. Ouais. Carole, on se connaît un peu en dehors du show là, ce matin, c'est pas la première fois qu'on se parle. Il y a un terme que tu utilises, en fait, il y a deux expressions que tu utilises qui m'ont fait sourire, mais tantôt tu parlais de demain. Euh, c'est quoi ton expression à propos de demain? Demain est un endroit merveilleux et magique. Oui, hein? Parce que en gestion de temps, on pèle par en avant. Ah, je ferai ça demain, je ferai ça demain. Mais bon, à un moment donné, demain il va arriver, puis faut que tu te mettes en action. Et la bouchée risque d'être trop grosse à ce moment-là. Bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je, comme on dit au Québec, si je pèle en avant, hein, bah, je vais me retrouver devant une grosse montagne à la fin. Et puis finalement, je vais pas être efficace sur les choses à haute valeur ou qui ont de l'importance. Et très souvent, les gens procrastinent ce qui est plus important pour eux, quoi. Donc c'est ça qui est grave. Mhm. OK. Et l'autre terme, on parle de procrastination, mais tu m'as déjà parlé d'un autre concept. C'est pas la précrastination? Ah oui. Alors la précrastination, c'est l'inverse de la procrastination. La précrastination, c'est dire, OK, je vais le faire tout de suite, là, ça va me prendre 5 minutes. Déjà, entre parenthèses, il n'y a rien qui prend 5 minutes. Hein. Mhm. Donc, autant se le dire, autant le dire aux autres. Moi, quand les gens me disent, Carole, tu as 5 minutes, je dis, désolé, j'ai pas 30 minutes. OK, ils me disent, oui, mais je t'ai demandé que 5 minutes. Ah ben Ouais, là, ils ouais. viennent de m'en faire perdre 5. Donc, la précrastination, c'est quoi? C'est le syndrome de l'objet brillant. Je vais faire ça, ça va aller vite, et puis après, je passe au travail. Je vais faire ça, ça va aller vite, mais Mhm. finalement, à la fin de ma journée, je suis épuisée, je n'ai fait que des petites choses. Sans valeur. Voilà, sans valeur. Et c'est une façon aussi, c'est l'inverse de la procrastination, mais ça donne exactement le même résultat. On est sur le tapis roulant, on est épuisé, hein, tac, 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 mais on est à la fin épuisé exactement au même endroit. Est-ce que une partie du problème de pré- ou procrastination, c'est pas de l'incapacité des gens à dire non? Tu sais, toi, je te demande, Carole, as-tu 5 minutes? Tu vas me dire non, j'en ai pas 30. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tu m'as dit non, tu as fermé cette porte-là. Mais est-ce que le fait de ne pas être capable de dire non, puis c'est quelque chose que moi je rencontre souvent avec mes clients aussi, est-ce que c'est pas une partie du problème? Oui, bien entendu, mais le non, c'est très complexe. C'est-à-dire que si demain je pars en Thaïlande 3 semaines, ok, Mhm. et que j'ai planifié bien sûr tout ce que je veux faire avant de partir en Thaïlande, le non est plus facile, ok. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Maintenant, si j'ai rien prévu de ma semaine ou j'ai rien prévu de ma journée, tu viens me solliciter pour quelque chose. Pourquoi je vais te dire non? Je n'ai pas suffisamment de raisons de te dire non. Donc, Mhm. un des secrets de dire non, c'est de planifier ses journées comme si je partais en Thaïlande demain matin. Voilà. Ah, OK. Parce que effectivement, c'est quelque chose, tu sais, si j'ai rien sur l'agenda, mais dans le fond, si j'ai pas planifié mon temps, c'est quelqu'un d'autre qui va le planifier pour moi. Parce qu'on va se la dire, la nature a horreur du vide. Si j'ai rien à faire, il y a quelqu'un qui va le trouver. Mais si mon agenda est plein, et aussi une autre technique que je donne pour le non, bon, il y en a plusieurs, hein, bien entendu, mais c'est de ne pas donner la réponse tout de suite. Parce qu'il y a ce fameux ah, mais pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi je lui ai répondu ça? Pourquoi j'ai accepté? Ok, c'est de dire écoute, je ne veux pas m'engager tout de suite, je te reviens tout à l'heure ou je te reviens demain matin. C'est juste de décaler finalement la réponse. Et Mhm. aussitôt qu'on arrive à décaler la réponse, c'est une des techniques aussi, c'est on est capable de donner, écoute, cette semaine, je ne peux pas m'en occuper, mais
je m'engage à le faire mardi prochain, mettons. C'est ce qu'on appelle un non négocié. Il y a plusieurs noms, hein. Il y a le non authentique, il y a le non négocié, il y a le non tout court, ce qui est très difficile à dire, le non trop court. Et puis, il y a le non aimable. Oh, j'aurais bien aimé, mais en ce moment, c'est pas possible. Voilà. Ah, OK. Ah oui, OK. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que, puis on pourrait faire un show que sur le nom, parce que c'est Ah vraiment oui, quelque chose qui est ah oui, important. vraiment. Le donner, mais aussi comment tu reçois ça, un nom. Tu sais, moi, en vente, en développement des affaires, c'est vraiment le mot qu'on entend le plus souvent. Dans le cours de lancement d'entreprise où je donne le module vente et développement des affaires, on a une vidéo qu'on présente aux participants. Le gars s'est immunisé contre le nom. Fait que pendant 100 jours, il est allé chercher des noms où est-ce que, par exemple, il allait chez Tim Hortons puis il demandait un Big Mac. Fait qu'ils vont dire non, on n'a pas ça. Des choses aussi farfelues que ça, mais juste pour se prouver que le nom n'est pas si dommageable que ça. Mais en négociation, on dit la négociation commence par le non. Si je te dis Simon, on va au cinéma ce soir et que tu me dis OK, il n'y a pas de négo. Mm-hmm. Maintenant, si tu me dis écoute, on va y aller demain soir, non, ce soir je ne veux pas, la négociation commence par le non. Ouais. Et les techniques de négociation, c'est arriver justement à cet accord commun, win-win. Mais on le voit dans les nouvelles générations, hein, le non, ils ne savent même pas c'est quoi. Je veux dire, je veux mon iPad, le parent a beau lui dire 14 fois non, il ne l'a même pas entendu, quoi, il continue. Donc les prochaines générations seront beaucoup mieux que nous. Ben, on a Isabelle Bernier qui dit ça lui rappelle un livre qui s'appelle Non, c'est bon de Richard Fenton. Mais c'est drôle ce que tu me dis là, Carole, parce que bon, mon frère est un peu plus jeune que moi, il a des enfants plus jeunes que les miens, puis quand ses enfants étaient jeunes, ils ne voulaient pas utiliser le mot non. À un moment donné, il dit ouais, mais Simon, Sam, c'est la première fois qu'il entend. Tu sais, vraiment, là, moi j'ai dit non, on fait pas ça. Il dit Simon, c'est la première fois qu'il entend ça. Puis le petit bonhomme avait 4-5 ans. Là, donc, il y a une partie des parents qui ont créé un peu ce monstre-là au niveau de la non-utilisation du nom. Mais ça pourrait être un sujet, Oui, un sujet c'est complet. un sujet sur l'enfant roi. Côté business, Carole, fait que Leader en Action, c'est une entreprise qui roule depuis déjà une vingtaine d'années. Si on ramène ça un peu, c'est qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient découvrir avec Carole ou comment tu pourrais combler certains de leurs besoins? On a parlé de la gestion du temps, bien évidemment, mais comment tu fais ça? Comment je fais ça? C'est-à-dire, j'ai une méthode, hein, j'ai un programme en 10 rencontres parce que, bon, si je vous donne la raquette de Rafael Nadal et que je vous dis comment on joue au tennis, c'est pas sûr que vous sachiez jouer au tennis. Donc, en fait, c'est avec un programme de régularité où je challenge, on définit d'abord les objectifs, on les met à long terme, mais après, on les découpe en 6 mois, 3 mois pour que justement demain ne soit pas. Et puis créer un peu l'urgence dans le cerveau. Et là, on fait un plan d'action et pendant toutes les rencontres, je deviens finalement la gardienne des objectifs. Donc, on rajoute du contenu à chaque fois, mais à quoi tu as donné suite, qu'est-ce qui se passe? Et là, on travaille vraiment sur la moitié de mon programme, c'est apprendre à se gérer soi, hein, live by example. Et la deuxième partie du programme, c'est apprendre à gérer les autres par la communication, la délégation, comment je motive mon équipe, comment moi-même je me motive aussi et comment je crée une cohésion d'équipe. Voilà. Okay. C'est un programme très complet sur 10 rencontres aux 2 semaines et qui fait en sorte que les gens, je garantis un gain de 5 à 10 heures par semaine à la fin du programme. Je dirais déjà, dès la 4e rencontre, on commence à avoir des résultats très concrets. Ben, c'est souvent, tu sais, je regarde un peu ce que moi je fais de mon côté. La 4e rencontre, c'est souvent là qu'il y a un énorme déclic qui se fait pour on passe à un autre niveau. Donc, toi, tu fais ça en one-on-one, tu fais ça en groupe, petit groupe, grand groupe, comment ça fonctionne?
C'est des groupes maximum de 8 personnes. Je fais beaucoup OK. d'équipes de direction, donc en général, ils sont 4, ils sont 6, mais un groupe de direction, je peux aller jusqu'à 10 personnes et ils ont du matériel, ils ont pas nécessairement beaucoup de devoirs, mais beaucoup d'observations et beaucoup de mise en place des techniques qu'on voit à chaque fois. Et c'est pour ça que je mets un espace de 2 semaines. OK. Et dans mon programme, j'offre à peu près 2 séances de 2 heures individuelles à chaque personne. OK. Mais ils ont accès à moi en tout temps à 15 minutes. D'accord. Donc, l'équipe de direction, ils ont 10 rencontres aux 2 semaines, donc le programme dure en tout et partout 20 semaines. Avec les aléas des affaires, donc des fois on est obligé de décaler, et ainsi de suite, c'est comment ça fonctionne. Mais en dehors de ça, chacune des personnes a un 2 heures avec Carole qui peut prendre au moment qui lui convient. Ça, c'est bien. Oui. Intéressant. Puis c'est quel genre d'organisation avec lesquelles tu travailles? C'est des PME entre, je te dirais, entre 20 personnes, 10 personnes et 250. OK. Après, Donc, ouais, le gros des entreprises au Québec, ce qu'on connaît, OK. oui, Donc, c'est un la peu tout. Puis, as-tu des secteurs plus particuliers dans lesquels tu travailles ou c'est. Non, pas nécessairement. J'ai travaillé dans le culturel, dans la robotique, dans l'informatique. Je veux dire, c'est universel, ces attitudes de gestion du temps, de procrastination, de gérer les autres, de communication. Donc, c'est vraiment toute industrie confondue, en fait. OK. J'ai Donc, pas peu de- importe l'industrie. Et qu'est-ce que tu dirais qui est le trigger? Qu'est-ce qui fait que les gens le disent, OK, là, faut qu'on parle avec Carole, c'est elle qui peut nous aider. Qu'est-ce qui les fait réaliser qu'ils ont un problème au niveau de. Je te dirais que 80% des clients, c'est des gens qui sont en général en croissance. OK? Là, le bateau va de plus en plus vite. Donc, tant on est à 2 à l'heure, qu'on soit mal organisé au niveau du temps, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mhm. Okay, mais quand le bateau commence à aller de plus en plus vite, c'est là qu'on voit ce qui va couler si on change pas des choses. Et puis l'autre partie, c'est vraiment la stagnation. Hein. Je stagne, je vois pas comment je vais pouvoir aller plus loin. Je prends pratiquement jamais de gens qui sont en décroissance parce que je pense qu'il y a d'autres choses à faire que d'apprendre à gérer son temps. Mais et puis bon, je suis plus un coach de croissance. On va de l'avant, hein, et puis un formateur aussi parce que je suis formatrice coach et j'ai des formations où les gens, c'est pas une promenade dans les prés là. Moi, je challenge à quoi tu as donné suite, qu'est-ce qui se passe. Mais 98% des gens apprécient qu'on les encadre et qu'on Oui, les mais appuie à un c'est autre assez niveau. impressionnant comment les gens, tu dis, ah non, puis les gens ont besoin d'un cadre, ont besoin d'être, même si tu es président d'une entreprise, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui te dit, ben là, tu m'avais dit que tu faisais ça, t'en es rendu où? D'être redevable ou. C'est assez impressionnant comment tout le monde a besoin de ça, ou presque tout le monde, j'aurais dire. J'ai une petite anecdote. J'ai un client que j'ai eu pendant, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et puis, à chaque fin d'année, j'offre un petit cadeau à mes clients. Et puis là, je dis, écoute, Pierre, je t'ai offert tous les cadeaux, là, le spa, le champagne, le machin, le resto. Je dis, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre cette année? Alors, il me dit, une photo de toi avec le doigt comme ça. Il me dit, je le mets sur mon bureau. Aussitôt que je m'assois sur mon bureau, je te vois. Il me dit, bon, allez, Carole, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Écoute, ça serait un outil marketing extraordinaire, ça, Carole. Tu sais, qu'est-ce que Carole te dit? Puis, mais c'est intéressant, donc, de voir que tu as quand même un impact sur tes clients. Puis, je veux dire, s'il a fait Oui, 4 ans avec toi, c'est qu'il a vu énormément de valeur. oui. J'ai même des clients qui me font des témoignages 2 ans après. Tu sais, Carole, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à toi. Je dis, ah ouais, pour moi, ils étaient Mm. TDAH, ils n'étaient même pas en écoute de ce qu'on avait fait, mais
Mais ça mature, hein, ça infuse peu à peu tout ce qu'on a vu parce qu'ils reviennent sur des éléments, ils reviennent et puis j'ai très très souvent des témoignages 1 an après, 2 ans après en me disant waouh, je continue à utiliser tes méthodes et puis le jour où je le fais pas, je vois comment ça part en vrille, quoi. Mhm. Donc, Puis, c'est agréable. puis de ce que je connais de toi, tu les mets toi-même, tu les mets en pratique. C'est pas juste une question que tu dis aux autres. Ta gestion du temps est quand même optimale. Je sais que de la façon que tu l'as monté, tu as des semaines de production, tu as des semaines de réflexion. C'est toujours le cas? Oui, j'ai 1 semaine sur 2 où je suis en production et bon, quand j'ai beaucoup de clients, il y a quelques journées, mais il y a toujours 2-3 journées aux 2 semaines que je garde pour travailler sur mon entreprise et non pas dans mon entreprise. Ben, puis c'est une belle notion, puis c'est quelque chose que euh, on a souvent tendance à mettre de côté. Les choses vont vite, on veut produire, on veut du profit, on veut du cash. On met ça de côté, mais on oublie de continuer à bâtir. Puis notre entreprise, c'est un actif. Un actif, si on veut continuer à prendre de la valeur, il faut l'entretenir. Donc, je pense que c'est important. Tu en es la preuve, ça fait 20 ans. Si je ne me trompe pas, ça fait une vingtaine d'années que tu fonctionnes comme ça. Tu es Oui. encore en business et les Et choses vont puis très même bien. mes clients me disent, au début, on a cru que ça allait être beaucoup, 3 heures ou 2 semaines, mais finalement, ça nous permet d'abord de mieux se connaître en tant qu'équipe et puis finalement de prendre ce recul, de prendre ce temps de réflexion qu'on n'a pas le temps dans certaines industries, ils n'ont même pas le temps de se gratter la tête, quoi. Donc, Mhm. Ah ben, c'est quand même fascinant. Puis, la gestion du temps, c'est beaucoup de ça qu'on a parlé ce matin, mais euh, c'est un sujet qui est, comme tu l'as dit, c'est universel. Malheureusement ou heureusement, on a 24 heures dans une journée, pas de minute de plus. Il n'y a pas personne qui a plus que ça. Comment est-ce que tu fais pour le maximiser puis l'utiliser d'une façon la plus logique? Puis, on va se le dire, là, tu as 24 heures dans une journée, idéalement, tu en dors 8, ça veut dire qu'il en reste 16. Tu as un besoin de. Faut que tu manges, faut que tu te laves, faut que tu te reposes. Bon, tu changes les idées. Il n'en reste pas sur 24, il n'y en a pas la moitié qui est en production. Il faut qu'on en tire le maximum. ouais. Et puis, Ouais. c'est un outil de leadership, hein. Si je gère mal mon temps, je peux pas être un bon leader pour ma vie personnelle, pour ma famille, pour mes équipes, pour mon entreprise. Donc, c'est vraiment un élément de leadership de savoir Ben, bien gérer son temps parce que ça m'amène une question que tu viens de dire. As-tu vu un impact? Tu sais, on dit 5 à 15 heures par semaine. Tes clients, au fil des années, est-ce qu'ils t'ont rapporté un impact sur leur vie personnelle? Parce que c'est super intéressant que ça nous aide dans notre travail, mais Carole, comme Simon, comme tout le monde qui nous écoute, ont une vie personnelle aussi. Puis si je manque de temps dans mon professionnel, c'est sûr que mon personnel, j'en ai pas trop non plus. Là. C'est probablement là que je viens de gruger le plus. oui, et puis je viens gruger le plus et c'est ce qui peut faire le plus de dégâts. On arrive un peu le nez devant le mur quand on a un enfant dont on n'a pas fait attention, un conjoint dont on n'a pas fait attention. Et effectivement, ça a un énorme impact sur leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équilibre travail-famille. Et puis là, ils me disent, Mhm. parce que moi, je travaille sur 2 objectifs et je suis presque intraitable là-dessus, hein, je le dis. C'est travailler sur un objectif professionnel, mais sur un objectif personnel aussi. Et je OK. deviens une gardienne de l'objectif aussi personnel. Pourquoi? Parce qu'on est une seule et même belle personne et le travail a pris trop de place. Donc, c'est quand je prends conscience de ce que je veux réaliser personnel que je commence à me dire, ben oui, ce serait bien si je veux apprendre la photo, si je veux écrire un livre, si je veux avoir du temps de qualité avec ma famille, mes soirées à partir de 6 heures du soir, ben c'est des objectifs qu'on va mesurer, que je vais challenger. Et puis, c'est là où on fait une balance entre vie personnelle et vie professionnelle. OK. Ben, tu vois, c'est intéressant. C'est pas quelque chose qu'on avait abordé, mais ça m'a passé par la tête de dire, OK, c'est important de s'assurer qu'on a, en fait, d'en parler parce que c'est beau de me dire, Simon, tu vas être plus productif, tu vas être dans ta zone d'excellence au travail,
mais j'ai d'autres sphères. J'ai une sphère personnelle, j'ai une sphère sociale qui a besoin d'être gérée elle aussi. Et tout ce qu'on voit, je le mets autant professionnel que personnel. Parce qu'on est une seule personne. Donc, si je gère ma vie personnelle, je vais mal gérer ma vie professionnelle et inversement. Tout à fait. Carole, on s'en va tranquillement vers la fin. Écoute, je pense que ça sera un beau moment de parler parce que je l'ai dit un peu tout à l'heure. Carole et moi, on se connaît un peu au travers en dehors. On s'est connus via les clans d'affaires de la Chambre de commerce. Je pense qu'on est deux fanatiques. On a trouvé que c'était une belle façon de réseauter. Puis au travers de ça, si vous me suivez un peu, vous venez de découvrir Carole, il y a beaucoup de similitudes. Fait que, Carole, qu'est-ce qu'on va faire plus tard ce printemps? En fait, ouais, ça va être encore le printemps à ce moment-là. On a décidé d'organiser un bootcamp Ben oui. Pour les gens qui nous écoutent et puis pour amener les gens à un autre niveau, tant dans leur vente que dans leur gestion du temps. Donc, effectivement. Parce que c'est lié. Hein, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, mais Carole, je sais que c'est super important que je prospecte ou que je fasse mes ventes, ou que je me forme, mais j'ai pas le temps. Écoute, c'est ce qui nous a amené. J'ai exactement les mêmes choses. Puis là, les gens me disent ouais, mais j'ai pas le temps d'en faire, Simon. Là, bon, ben, parfait. On va combiner le savoir puis l'expertise de Carole avec mon expertise. Et début juin, on va faire trois séances de 2 heures, de midi à 14 heures. Je ne me souviens plus exactement des dates, là, mais si je ne me trompe pas, c'est le 4, 5, 6 juin, de midi à 14 heures. On va l'annoncer dans les prochaines semaines, mais je trouvais que le moment était bien choisi pour qu'on parle de ça. Donc, un petit peu ce qu'on a eu comme genre de discussion. Vous avez vu là, les pistes qu'on peut ouvrir. On va aller de ce côté-là, puis on va donner de la valeur. À un prix super intéressant pour ça. Ah oui, puis il ne faut pas rater ça. Non, il ne faudra pas rater ça. Donc, Carole, en terminant, les gens qui voudraient prendre contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Quelqu'un qui a écouté le show, qui t'a découvert ce matin, qui dit « Hey, je veux trouver mon 5 à 10 heures par semaine, là, il est important, je veux le trouver. » Comment il fait pour te... Communique avec moi sur LinkedIn ou par courriel à Leader en Action. Il y a info@leaderenaction.ca et puis c'est m'écrire et puis on prend rendez-vous après, soit personnellement, soit virtuellement. D'accord. Puis par LinkedIn, on va se le dire, Carole Perez, c'est pas un nom hyper commun non plus, donc ça devrait être assez facile de te trouver. Puis là, vous voyez ma tête, donc... En fait, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, parce qu'il ne faut pas oublier que le show est aussi un podcast. Donc, ces gens-là n'ont pas la chance de te voir, mais quand même, ils peuvent trouver, s'ils veulent, Leader en Action, Carole Perez, est une belle façon de te rejoindre. Ben, merci, Carole. Merci de ta générosité. Merci d'avoir partagé ça. Merci pour cette invitation. Puis je te dis à la prochaine. Bye, Carole. Merci. Bye. C'était Carole Perez de Leader en Action. Comme vous avez vu, on a parlé beaucoup sur la gestion du temps, ce qui est un peu son produit fort. Carole a un paquet d'autres choses. Elle nous a parlé d'ateliers, négociation, communication, différents types de formations qu'elle peut faire pour vos entreprises. Mais c'est sûr que ça commence souvent par la gestion du temps et c'est souvent un des bloquants. Les gens n'ont pas le temps de faire de la formation sur la gestion du temps. C'est un peu paradoxal, mais je vous invite, si c'est votre cas, si vous dites « Hey, j'ai pas le temps de faire de la formation », communiquez avec Carole. Elle va vous aider à trouver le temps de faire ça. Merci d'avoir participé au show. C'était le 87e épisode du meeting des ventes du lundi. Je vais prendre un moment aujourd'hui pour répondre à vos questions, à vos commentaires, à vos insultes, à vos injures, que ce soit à info@nomisco.ca ou sur les différentes plateformes. Puis, ben, je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.